Ce petit village en ruine d'une dizaine de maisons fut bâti par le docteur John Walter Williams, le premier dentiste de Tahiti. La famille royale Pomaré avait fait de Tetiaroa un refuge au XVIIIe et XIXe siècle. Elle lui fait don de l'atoll en 1904. Consul d'Angleterre, il a longtemps vécu ici dans ses maisonnettes, construites en blocs de corail. Plusieurs anecdotes entourent ce lieu. L'unique descendante du docteur Williams a vécu seule ici. Aveugle, elle gardait les lieux. Ah oui, pour le tournage du Bounty. Il y avait un fil de fer partout. Donc elle mettait son petit chiffon et elle se guidait avec le fil de fer. Donc voilà, bref, mais elle accueillait les gens à coups de fusil. Ouais, parce qu'avant, le lagon, il était privé. Ouais. Jusqu'à ce que mon grand-père achète toute la tôle. Mais c'est qu'avec le changement de propriétaire que le lagon est devenu public. Curieux d'en savoir plus, ces touristes interrogent Toumi. Ils ignorent encore qu'elle est la petite fille de Marlon Brando. Je suis pas de la génération de son grand-père, mais juste après, c'est vrai qu'on a été baignés petite dans cette culture américaine et polynésienne avec Marlon Brando, les révoltés du Bounty et cette envie de voir les îles. Ces ruines, ces murs sont aussi des témoins d'un temps révolu pour la famille Brando. Malgré les dégradations qui entachent les lieux, Toumi ressent ici des sentiments profonds. C'est la maison où mon papa n'a pas peut-être agrandi, mais où la première fois qu'il a posé le pied à Tetiaroa et qu'il a séjourné sur cet atoll, c'est ici qu'il logeait avec mon grand-père, ma famille, ses frères et sœurs. Voir tous ces écrits sur les murs, je pense ça comme c'est dommage, c'est un manque de respect pour les lieux. Quand tu viens dans un endroit, tu n'as pas forcément besoin de laisser une empreinte, enfin pas de cette façon. Et juste le fait de ressentir le calme, le vent, tout ce qu'il y a autour de moi. L'énergie qui émane du village. Je prends. Je suis juste là, présente à tout ce qu'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir. Tetiaroa compte 14 espèces d'oiseaux et Rimatu est un peu le reflet de l'atoll. Traverser le Motu, c'est se plonger au cœur d'un espace naturel préservé, avec sa lagune et ses plantes indigènes. Alors venir ici est un privilège qu'il ne faut pas gâcher, car ce bout de terre et son îlot voisin, Taunaiti, dit l'îlot aux oiseaux, sont depuis toujours un sanctuaire pour les volatiles. Quand on voyait des œufs sur la plage et des parents en train de couver les œufs, on ne s'y approchait pas. Je me rappelle, on me disait non, on va pas aller, n'entre pas dans la végétation, n'entre pas dans les buissons. Alors que moi j'étais toute petite et là, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me fourrer dedans pour voir les oiseaux pondre. Je dis ça aux clients, si chacun devait ramasser un peu de sable ou de corail, et ça tous les jours, parce que des fois on a 27 clients, et tous les jours comme ça, et s'il y a plusieurs bateaux comme ça, il ne va pas rester grand-chose de Tetiaroa ou de l'île aux oiseaux. Tu vois. Oui, il y a des gens qui viennent ici et qui ne savent pas l'impact qu'ils auront sur le site. Donc des fois on est là pour le rappeler. Et les panneaux, propriété privée, et les règles, c'est pas pour embêter les gens directement. La Tetiaroa Society travaille à l'élaboration d'un plan de conservation. Une réflexion que les propriétaires des lieux, les promoteurs hôteliers et les scientifiques internationaux doivent mener ensemble. Que devons-nous faire pour utiliser au mieux Tetiaroa de manière durable? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelle est la conduite à suivre pour que tout cela soit utile aux populations, à l'environnement, à cette vie sauvage? Ce plan nous donne les orientations pour l'avenir de Tetiaroa. La barrière de corail qui enserre Tetiaroa offre des conditions idéales pour une vie marine prospère. Mais cet habitat reste fragile face à l'activité humaine. Ces chercheurs du CRIOP de Moorea surveillent l'état du récif. Aujourd'hui, ils prospectent plusieurs zones endommagées. Ils veulent réensemencer le lagon. D'abord, c'est essayer de recréer une barrière corallienne, donc sur laquelle on va pouvoir transplanter des boutures de coraux, qui sont soit issues de la reproduction sexuée, soit asexuées.
167 espèces de poissons ont déjà été répertoriées à Tetiaroa. Le CRIOB mène en parallèle un second projet de repeuplement du lagon. Pour y parvenir, il faut d'abord trouver un endroit propice sur cette barrière pour y installer un filet. L'objectif sera de capturer au niveau de la crête récifale, donc là où les vagues se cassent, les larves, c'est-à-dire les larves de poissons lorsqu'elles rentrent dans le lagon, mais plus de 90% de ces larves vont mourir dans les 10 premiers jours. Donc si on en capture une partie, on va les élever ensuite une semaine à 3 mois en fonction des espèces à Tetiaroa Society, dans des bassins ou dans des cages dans le lagon de Tetiaroa. Et ensuite on va les relâcher dans un jardin corallien ou sur des patates déjà installées. Depuis 3 mois, l'Institut Louis Mallardet mène une expérience pilote à Tetiaroa. Chaque semaine, un colis particulier est débarqué de l'avion. Cette glacière contient près de 50 000 nymphes de moustiques stérilisants. L'idée est de réduire le nombre de moustiques grâce à la lutte biologique. C'est une méthode de contrôle des moustiques qui est très innovante et qui est vraiment orientée lutte biologique pour éviter d'utiliser des produits chimiques pour la lutte contre ces moustiques. Très peu de projets de cette dimension existent dans le monde. Cette étude est très observée à l'international. Les premiers résultats sont déjà encourageants. Le moustique est un vecteur de transmission de maladies comme la dengue et le chikungunya. L'homme est au cœur des recherches que nous entreprenons ici. Le moustique, c'est le vecteur principal de ces maladies infectieuses qui touchent pas seulement les populations de Polynésie française, les populations du Pacifique. C'est un problème mondial, global. Les larves de moustiques sont conservées 48 heures avant d'être lâchées dans des zones bien stratégiques. Là, on a choisi cet endroit parce que pas loin, il y a un point d'eau et que c'est propice à la reproduction des femelles. Toumi suit aussi d'un œil le travail des scientifiques. Son petit frère Manéa assiste les entomologistes. Chaque semaine, il se charge des lâchers. 90 zones ont été définies. On a posé des pièges sur 2 motos. Ces pièges vont nous permettre de voir un peu si les moustiques arriveront jusque là-bas. Parmi toutes les actions de la station de recherche, il y a aussi un vaste programme de préservation des tortues marines. Ce matin, Toumi accompagne Nicolas sur le motu Tiaraunu. Il est le référent de l'association Te Manao Te Moana à Tetiaroa. Il étudie le cycle de ponte des tortues. Sur cet îlot sauvage, la nature règne en maître. Pour se rendre côté océan, il faut longer ce hoa, un chenal naturel de faible profondeur, véritable cocon pour la faune. Le long de cette forêt de Mikimiki, les fous à pieds rouges nichent en toute sérénité. J'ai des souvenirs partout ici. On venait là et on venait panaler Parua. Mon papa il venait Patia avec son harpon, les poissons. C'est vrai que maintenant, en grandissant, avec tout ce qui se passe ici, le développement du projet hôtelier, plus de Tetiaroa Society et de ses objectifs de conservation, j'ai plus conscience de l'importance de la protection de cet environnement. Les premières traces de tortues sont rapidement repérées. Difficile de savoir si l'animal a pondu dans la nuit ou quelques jours avant. Pour ne pas troubler l'ordre naturel, Nicolas et Toumi se contentent de mesurer et marquer les sites. Je prends les mesures et je remonte jusqu'au nid. Après, tout le travail de répertorier par GPS la taille du nid, etc., propre à chaque tortue. Chaque année, depuis 8 ans, l'association Te Manao Te Moana répète la même opération d'octobre à mars. La saison passée, 368 traces ont été recensées sur l'atoll. La saison dernière, c'est nous, l'équipe des guides, qui nous sommes occupés du suivi de la saison de reproduction. Ce travail m'a permis de redécouvrir Tetiaroa sous un angle plus scientifique. Seules les tortues vertes pondent en Polynésie. Elles ne reviennent que tous les 2 à 4 ans. Le nombre de pontes peut être influencé à la fois par l'environnement et par l'impact de l'homme. Malgré les données déjà disponibles, ce suivi doit perdurer afin de mesurer l'évolution des populations de tortues dans cette zone. Le développement durable de Tetiaroa, c'est trouver le juste équilibre entre l'économie, la nature et la culture. Car l'atoll détient un riche patrimoine archéologique.
Près de 90 sites ont été répertoriés. La Tetiaroa Society œuvre à leur conservation. L'orientation du marais, il fait face à l'autre marais qu'on a vu, à Rimatu, cette espèce de pépin qui est à l'entrée de l'atoll. Et puis ici, on dit c'est Punaia, le nom du marais. Et il y a donc cette pierre qui est une représentation symbolique du poisson. Et on disait que c'était un marais dédié à la pêche, hein, pour demander l'abondance de la pêche aux dieux. Et on pense aussi que là, il y a en face un trou à poissons, donc où les poissons viennent et où les poissons est abondant. Tayari souhaite transmettre à son équipe l'intérêt d'observer ces marae, de se documenter et d'en apprendre plus sur les pratiques ancestrales. Dans ces vestiges, il ressent le mana, un lien spirituel qui relie l'homme à la terre. Nous, on le ressent, je pense, de manière intense, puisque tous les jours, on est avec la terre, on est avec les animaux, on est avec les plantes, on est près des marais. Comme je disais l'autre fois, tous les soirs, je rentre chez moi à vélo, je passe devant le marais, même si je ne le vois pas la nuit, je le sens. Et bien sûr, ils nous disent, tous ces sites, de faire attention, mais je pense que Tetiaroa entier nous donne un message. Et ça, c'est le message d'espoir. On peut allier le nouveau avec l'ancien, et c'est à nous de faire les bons choix. Mais demain, ces sites et cette authenticité seront-ils préservés? Ici, sur le Motu Onetai, les promoteurs envisagent de bâtir des villas privatisées. Je ne suis pas non plus celui qui décide. Demain, je ne sais pas de quoi ce sera fait, mais on mettra tous nos efforts en tout cas pour conserver la chance que nous on a et qu'il l'a donnée aux autres. Galette de corail dans l'immensité de l'océan, Tetiaroa est un trésor que les Robinson fortunés peuvent désormais découvrir. Le rêve de Marlon Brando semble s'exaucer. L'hôtel est un moteur pour développer un tourisme durable. Pour assurer la conservation de nos jours, il faut trouver des financements. Et c'est difficile d'obtenir des fonds de la part des gouvernements. C'est à nous de chercher ailleurs. L'hôtel nous apporte cet argent. Les clients qui viennent ici participent aussi grâce à des dons. Nous cherchons encore à l'extérieur. Dans un monde où les enjeux climatiques touchent la planète entière, l'atoll se positionne comme un modèle. Mais le mariage de l'argent et du développement durable doit être juste pour durer dans le temps. Tetiaroa a désormais les outils pour y parvenir et Tumi y croit, car la jeune Polynésienne est intimement liée à son île. On venait ici quand on était petit parce qu'on habitait juste derrière, là. Notre maison, on l'appelait l'école, parce que c'était une université que mon grand-père avait construite, mais qui après a servi d'habitation pour les employés de l'ancien hôtel. Et donc c'était notre arbre. Ça me permet surtout de me retrouver, de retrouver qui je suis, qui j'étais et qui je serai toujours. Et si on reste fidèle à ça, à nos convictions et à nos valeurs, je pense qu'on peut mieux avancer. L'avenir de Tetiaroa se dessine dans les yeux de Tumi et le long de ces plages où son esprit vagabonde, elle bâtit aussi le sien.